Sandrine Adam. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, c'est le dernier virage de cette émission et nous parlons de cybercriminalité, les infractions prévues par la loi juste après notre jingle. Cybercriminalité, la loi, ça existe, il y a une loi pour la cybercriminalité déjà. Rappelons ce que c'est que la cybercriminalité. Alors, la cybercriminalité va être définie comme l'ensemble des infractions qui vont être commises à l'aide ou par le moyen d'un réseau de télécommunications ou un système d'information. Et pourquoi on parle de cybercriminalité, il faut qu'une loi prévoie que telle action ou tel fait est une infraction. Donc, tant que la loi n'a pas prévu que cette action ou ce fait, ou même une omission, quelque chose qu'on fait, n'est pas une infraction, selon le principe de l'égalité, ça ne sera pas de la cybercriminalité. Donc, en gros, c'est une sorte de loi spéciale qui va viser certaines actions de manière typique. Mais ces actions-là doivent être commises au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou par le biais d'un système d'information. C'est ce qui fait la particularité de cette loi-là. Effectivement. Alors, en dehors des infractions contre les personnes, diffamation, atteinte à l'image, etc., des infractions contre les biens sont-elles prises en compte? Bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, la particularité de la loi sur la cybercriminalité, c'est qu'elle prévoit certes des infractions, mais elle tient compte également des infractions pour lesquelles on a besoin d'avoir des preuves par le moyen électronique. Donc, si vous commettez une infraction pour laquelle la collecte de preuves fait qu'on a recours à des moyens électroniques, bien sûr, la loi sur la cybercriminalité va prévoir ces règles de collecte de preuves. Donc, il y a la fraude bancaire, une fraude bancaire qui se fait en ligne, évidemment. La loi sur la cybercriminalité va intervenir. Parfois, l'usurpation d'identité qui va conduire à ce que vous arrivez à pirater, par exemple, le compte de quelqu'un pour finalement obtenir un gain. Par la suite, vous voyez, après tout ce cheminement-là, il y a une atteinte au bien. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui sont pris en compte, les fausses ventes illicites qui se font en ligne pour pouvoir justement avoir quelque chose en retour, faire croire aux gens l'existence d'une entreprise ou d'une société pour pouvoir obtenir des gains. Et les gens vous font parvenir leur argent par le biais d'un moyen. Voilà. Donc, vous obtenez quelque chose par le biais d'un moyen de télécommunication. Vous voyez bien que vous tombez sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. Donc, ce n'est pas seulement l'atteinte à l'honneur, à l'image, même si c'est tout aussi grave. Et ce n'est pas non plus seulement les incitations à la haine. Ça, c'est encore plus grave. Les incitations à, comme on va dire, au trouble à l'ordre public. Ce sont des infractions qui sont très graves. Mais il y a également les atteintes aux biens, au patrimoine qu'il faut relever. Est-ce que ces infractions sont susceptibles d'être sanctionnées non seulement par des dommages et des intérêts? Alors, j'explique. Au niveau des dommages-intérêts, en règle générale, les gens, il y a certaines personnes qui pensent que quand on est victime d'une infraction, on doit seulement payer et vous bien rembourser. Par exemple, quelqu'un vous a escroqué. Oui. Et on dit, si tu as reçu ton argent, laisse tomber la plainte, c'est fini. Alors que ce n'est pas ça, justement. Lorsqu'il y a infraction, il y a une atteinte à l'ordre public qui doit être sanctionnée. Et c'est sanctionné par soit la peine d'emprisonnement ou une amende, ou la peine d'emprisonnement et l'amende en fonction de la qualification de cette infraction-là. Donc, ça peut être une contravention, ça peut être un délit, ça peut être un crime. Du coup, lorsque vous êtes condamné, il y a l'action publique qui va s'ouvrir. Le procureur va intervenir. On va vous poursuivre. Si vous êtes coupable, bien sûr, la présomption d'innocence, on réunit les preuves et on vous déclare coupable à la fin du procès, vous allez subir soit une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Les dommages-intérêts, c'est lorsque vous vous constituez partie civile. C'est-à-dire que vous estimez que l'infraction qui a été commise vous a porté préjudice. Donc, c'est ce préjudice-là, c'est pour ce préjudice-là que vous réclamez réparation. Et c'est dans ce cas-là que vous obtenez des dommages-intérêts qui n'ont rien à voir avec la peine d'emprisonnement ou l'amende. L'amende, c'est ce que vous payez à l'État pour avoir commis votre infraction. La peine d'emprisonnement, c'est votre privation de liberté. Et à cela, on peut ajouter même des mesures
complémentaires. On peut vous donner, par exemple, une interdiction de paraître. Si vous avez commis, vous n'êtes pas ivoirien, par exemple, vous commettez une infraction en Côte d'Ivoire. Quand on prononce la sanction, on peut vous interdire de paraître sur le territoire. Ou alors, même si vous êtes ivoirien, que vous êtes allé commettre des troubles à l'ordre public dans une certaine ville, on peut vous interdire de paraître sur le territoire de cette ville-là pendant un certain moment. Et il y a énormément d'autres mesures complémentaires qui peuvent être prononcées. Donc, c'est seulement si vous vous constituez partie civile que vous pouvez avoir des dommages-intérêts. Pour les dommages-intérêts, même, vous n'avez même pas besoin parfois d'attendre l'action civile, l'action publique. Vous pouvez simplement aller au civil, demander réparation parce qu'il y a eu un préjudice qui a été commis par rapport à un acte que quelqu'un a commis. C'est tellement difficile, la cybercriminalité. Je sais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on continue de se battre. Bien sûr. Mais on ne peut même plus utiliser nos cartes bancaires pour faire des achats en ligne. On est encore sur la liste rouge. Bien sûr. C'est vraiment dommage. Alors, quand on a été victime, est-ce que c'est facile de réunir les preuves? Non, pas toujours. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas à vous, justement, de faire l'enquête, de mener l'enquête. Lorsque vous avez été victime d'une infraction, par exemple, il y a eu fraude, il y a eu usurpation de votre identité, vous devez porter plainte pour que les services habilités, donc la PLCC, qui travaillent parfois en collaboration avec des organes internationaux lorsque cela est nécessaire. Si par exemple, celui qui a piraté votre compte en griffe, qui a eu accès à vos informations personnelles, ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Vous savez que le numérique, c'est un domaine exactement très, très vaste. Mais si vous voulez trouver les preuves vous-même, comment vous faites? Vous ne pouvez pas. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Alors que si vous portez plainte, la police, elle, va se servir de votre plainte pour pouvoir créer les relations. Il y a des relations de travail entre des différents pays. Il y a des accords de coopération. Donc, en se servant de ces accords-là, la police va pouvoir remonter la trace. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours très évident. Et parfois, ça prend du temps. Mais il faut être patient et attendre que la justice suive son cours. C'est ça le problème. Alors, on a une difficulté, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux tels que Facebook, il y a tellement de faux comptes. Vous êtes personnalité publique, les gens utilisent votre compte pour escroquer, c'est-à-dire ne vous piratent pas, mais ils prennent votre image. Est-ce que contre ces personnes, on pourrait porter plainte? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est-à-dire que quelqu'un utilise votre image, votre nom, vos données personnelles, justement pour créer un compte et sa page et pour obtenir quelque chose en retour. Parfois même pas pour obtenir quelque chose, juste pour vous diffamer, parfois pour donner des informations qui sont erronées. Donc, la loi sur la cybercriminalité englobe tout ça. Très bien. Vous avez l'opportunité de poursuivre. Vous n'avez pas besoin de chercher qui est derrière ce compte. Ce n'est pas à vous de le faire. Je apporte juste les liens. Vous envoyez juste le lien, vous portez plainte, vous dites, vous prouvez que ce n'est pas vous. Vous n'avez pas d'accès à ce compte-là. Quelqu'un l'utilise avec vos données personnelles. Et vous portez plainte, vous attendez. Très bien. Vous faites tout le travail qu'il y a à faire. Très bien. On souffre, on est nombreux. Bien sûr. On va tous aller porter plainte parce qu'à un moment donné... il faut se protéger. Voilà, ça frise même à détruire notre image. Les gens créent des comptes pour escroquer, faire du mal. Et donc, je pense qu'on va y aller. Il faut le faire parce que la loi existe. C'est gratuit. Bien sûr. La loi existe depuis 2013. La loi sur la cybercriminalité existe depuis 2013. Donc, c'est le moment d'en faire vraiment la vulgarisation pour que tout le monde puisse s'en servir. Tout le monde peut être victime un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Mais tout le monde a le droit de savoir qu'on est protégé. Mais tant qu'on ne porte pas plainte, le procureur ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Il ne sait pas que c'est un faux compte. On ne peut pas nous aider. Voilà. On ne peut pas arrêter ces cybercriminels. Bien sûr. Donc, il faut que nous fassions la première action. Porter plainte et puis à partir de là... Moi, je suis dans un vent des dénonciations, des plaintes. Allez, là, celui qui me provoquait. Donc, on va tous aller porter plainte. Alors, on arrive aux cas qui nous ont été communiqués par les téléspectateurs à qui on dit encore une fois merci d'être toujours de plus en plus nombreux devant leurs écrans pour suivre Matin Bonheur. On commence par le premier cas. Bien sûr. C'est Célestin. Célestin est amateur d'argent facile. Et afin de s'enrichir rapidement, il a mis en place une combine. Cela consiste à faire croire aux gens qu'ils peuvent fructifier leur argent par le biais d'une page Facebook. En fait, souvent, même, il y a des gens, je me demande comment on peut croire à ça. Bon, bref, si l'argent était si facile, pourquoi on se réveillerait tôt comme ça pour travailler tous? Oh, mon Dieu. Mais dès qu'ils ont fait le dépôt, ils les bloquent et utilisent ensuite leurs informations pour faire la publicité de son activité. Eh, Célestin. Il estime ne pas être passible de sanctions.
Que dit la loi à son sujet? Alors, Célestin tombe purement et simplement sous le coup de la loi, que ce soit au niveau de la loi spéciale avec la cybercriminalité, que ce soit au niveau des infractions ou du droit pénal spécial, au niveau du code pénal de manière générale. La première action qu'il pose, le fait de faire croire aux gens l'existence d'une société pour obtenir un gain ou pour obtenir un avantage et avoir de l'argent en retour, s'analyse comme de l'escroquerie. Et vu que cette action-là a été commise au moyen d'un réseau de télécommunications, d'un système d'information, bien sûr qu'il tombe sous le coup de la loi sur la cybercriminalité également. Donc, il peut être passible de 2 chefs d'accusation. Lesquels? En plus de l'escroquerie, il peut être poursuivi pour usurpation d'identité. Et parce que justement, il utilise des données qui ne lui appartiennent pas. Et en plus, il faut faire de la pub. Pour faire de la pub. Donc, droit ça à veut dire l'image, tout ça. Pas forcément le droit à l'image, mais des données à caractère personnel. Parce que vous n'utilisez pas forcément l'image des gens, vous pouvez utiliser leur nom. Vous n'avez pas forcément leur image, mais si ce sont des gens connus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, imaginez que quelqu'un de connu... Madame Adon dit que mon affaire, là, c'est le top. Par exemple, Oulala. prenez quelqu'un de connu qui, par extraordinaire, croit en ce que Célestin dit. Il lui reverse de l'argent, Célestin le bloque, et Célestin utilise ces données pour dire que tel a souscrit à son activité, témoigne que voilà, ça marche et tout ça. Donc vous voyez qu'il utilise le nom de quelqu'un pour justement obtenir un gain en retour. Donc il tombe purement et simplement sous le coup de la loi. Et la sanction peut aller, en plus de la peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans, il peut avoir jusqu'à 10 millions d'amendes à payer. Ça n'a rien à voir avec les dommages et intérêts, je le précise encore. Donc si la personne estime qu'elle a subi un préjudice, bien sûr, vu qu'on a utilisé son nom, pourra demander, en plus de tout cela, réparation avec des dommages et intérêts. Alors, on parle à présent de la mère de Yannick qui gère un point de transfert d'argent. Celui-ci a copié ses accès et ses différents codes et les a fournis à son ami. Ce dernier, à l'aide de ces codes, a vidé les différents comptes de la mère de Yannick. Elle veut savoir quoi faire. Alors, Yannick n'est pas un enfant recommandable. Ça, c'est déjà la première des choses. Ce qu'elle peut faire, évidemment, Yannick et son ami tombent sous le coup de la loi pénale. Mais on va distinguer les situations. Yannick, il a accès aux comptes, aux codes, disons, il utilise les codes et il les donne. Donc, quelque chose qui ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de les donner. Et la loi sur la cybercriminalité sanctionne ce genre de diffusion d'informations qui ne vous appartiennent pas, surtout en ce qui concerne les mots d'accès et les codes. Donc, il peut aller jusqu'à, au minimum, 10 millions d'amendes pour lui. Donc, vous voyez... Oui, il n'a rien. C'est quand il va nous donner 10 millions. Bien sûr. Donc, vous voyez, il y a également la peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 ans. Mais est-ce que la mère va vouloir le faire? Mais dans tous les cas, elle veut savoir ce qu'elle peut faire. Donc, voici déjà ce qu'elle peut faire. Pour le deuxième, c'est un vol. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Alors, quelque chose qui ne vous appartient pas, vous volez, même si vous le faites par le biais d'un système d'information, d'un réseau de télécommunications, vous volez. Donc, le vol ne change pas, c'est seulement son mode ou la manière dont vous commettez ce vol-là qui soit change un peu. Donc ici, il est passible de sanctions pénales. Et le vol va jusqu'à, on a environ 10 ans pour ça. Et surtout, ce qui est grave, c'est que le fils, en principe, aurait pu être poursuivi pour complicité de vol. Oui. Mais, comme en droit ivoirien, il y a ce qu'on appelle l'immunité familiale qui protège contre les poursuites, qui protège les membres de la même famille. Les membres de la même famille, par toute la grande famille, mais certains membres. Donc le fils, il est protégé. La mère ne peut pas le poursuivre pour vol. En ce qui concerne les atteintes aux biens, il faudrait vraiment qu'on précise, parce que quelqu'un qui commet des coups et blessures volontaires, là, il n'est pas protégé. Voilà. Donc, en ce qui concerne les atteintes aux biens, elle ne pourra pas poursuivre son fils pour complicité de vol, mais l'ami, lui, il n'a aucune protection. Ouais. Il tombe carrément, purement et simplement sous le coup de la loi. Et si elle-même, elle veut qu'on arrête son fils? Oui, mais pas pour la question du vol. On pourra l'arrêter pour la première action qu'il a posée, celle de fournir les accès, le code, le mot de passe à son ami. Là, il tombe sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. Mais complicité de vol, ce qu'elle aurait peut-être voulu, pour juste lui donner une leçon quand même, elle ne pourra pas parce que justement, il est protégé par cette immunité familiale. Ça fait mal, mais c'est la loi.
Alors, on arrive à un autre cas. D'accord. Enoch discute souvent avec des personnes. Et à l'aide d'informations obtenues, il prend le contrôle de leurs comptes. Ces comptes ayant plusieurs abonnés, il les revend à d'autres personnes qui les utilisent pour écouler leurs marchandises avec l'identité des vrais auteurs. Oh my God, c'est méchant. Parfois, Enoch revend même des informations personnelles obtenues à des personnes qui le demandent. Assia est une victime d'Enoch. Elle veut savoir ce qu'elle pourrait faire. Déjà, il y a quoi, Assia? Vraiment. Et puis, Enoch, c'est une mauvaise personne, on va le dire. Ah, la mauvaise graine. Bien sûr. Et ici, il tombe purement et simplement sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. D'abord, il utilise des données. Il réussit d'abord à avoir des données qui ne lui appartiennent pas. Il les revend. Et les personnes, en plus, utilisent ces comptes qui ne leur appartiennent pas. Parce que ces comptes ont plusieurs abonnés. Plusieurs abonnés. Donc, Ouais. tout cet ensemble-là, c'est-à-dire qu'en plus d'Enoch, en plus de ceux qui utilisent, et même ceux qui demandent, sachant très bien que ce compte-là n'appartient pas à Enoch, qui demande ces informations, tout ce lot-là va tomber sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. Ce n'est pas parce que c'est Enoch qui l'a fait que c'est Enoch seul qui va en subir les conséquences. Donc, Enoch qui a commencé, ceux qui ont acheté les comptes avec lui, qui utilisent frauduleusement des données informatiques qui ne leur appartiennent pas, tombent sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. Et l'amende peut aller jusqu'à 40 millions. Parce que justement, on utilise frauduleusement. Et ensuite, ils utilisent l'identité de ces personnes-là. Donc également, il y a une atteinte à l'identité, il y a une usurpation d'identité. Et maintenant, il y a le vol d'informations derrière. Il y a ceux qui vont venir utiliser des données à caractère personnel, quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous utilisez ces données-là. Donc, tout cet ensemble-là va tomber sous le coup de la loi sur la cybercriminalité. Donc, Assia, elle a tout à fait l'opportunité. C'est association de criminels, association de malfaiteurs, je ne sais pas comment je vais dire ça. Bien sûr, mais chacun peut être poursuivi uniquement pour un chef d'accusation bien précis. Puisque tout le monde n'a pas forcément fait la même chose à Assia. Pour Assia, si c'est Enoch le responsable, elle peut poursuivre Enoch. Mais si elle retrouve également celui qui a utilisé, par exemple, son compte avec ses abonnés, elle peut le poursuivre à son tour. Donc, Assia, elle a ses moyens et en plus, elle peut demander des dommages et intérêts. Donc, demander des dommages et intérêts, ce n'est pas vouloir de l'argent. Non, ce n'est pas s'enrichir sur le dos de quelqu'un, non. Imaginons un peu Assia avec un compte et des abonnés qui peut-être parfois lui permettent de faire de la publicité, de rapporter des comptes parfois subventionnés. Donc, elle a un manque à gagner. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'enrichissement sans cause de la part de ceux qui se sont enrichis sur son compte. Elle a dû travailler pour avoir ses abonnés. Oui, et donc, souvent, c'est une longue durée. Bien sûr. On travaille depuis plusieurs années pour avoir autant d'abonnés. Parce que quand vous subventionnez les pages, à un moment donné, j'ai l'impression que ce sont des robots qui interagissent avec vous. Mais quand tout doucement, vous travaillez, vous faites des publications au fur et à mesure, de vraies personnes sont derrière, et vous venez prendre tout ça à une personne alors que la personne a travaillé longtemps. Donc c'est purement et simplement malhonnête. Et c'est le but, en fait, justement, de la loi sur la cybercriminalité, d'emmener les gens à être plus responsables dans l'utilisation d'Internet. Ce n'est pas parce que c'est le numérique, ce n'est pas parce que c'est le monde virtuel, ce n'est pas parce que c'est vaste, que ce n'est pas régi par la loi. C'est vraiment régi par la loi, c'est encadré. Et il y a des coopérations qui existent entre les pays. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose en Côte d'Ivoire, vous fuyez pour aller vous asseoir dans un autre pays, que vous pensez que vous êtes épargné. Donc, le temps que ça va prendre, ça le prendra. Mais un jour ou l'autre, tant qu'il n'y a pas prescription, vous pouvez toujours tomber sous le coup de la loi pénale. Donc, vous avez commis un acte en 2010. Si la prescription prend 5 ans, bien sûr qu'au bout des 5 ans, si vous revenez en Côte d'Ivoire, on va toujours vous poursuivre. Donc, ne dites pas que la personne est méchante ou qu'elle n'est pas gentille parce qu'elle a laissé passer. Non, c'est juste parce que pendant que vous avez commis cette infraction, vous n'étiez pas présent. Maintenant que vous êtes présent, on continue, on commence la procédure. Alors, ce que je vais vous demander de faire, je ne sais pas si... Horeb, s'il te plaît, tu peux pousser la caméra en face de madame pour qu'elle regarde ta caméra afin de faire la conclusion justement de ces échanges. Cybercriminalité, on pense à tout, mais en résumé, concernant tout ce qu'on a dit ce matin, qu'est-ce que les téléspectateurs devraient
retenir, mais ça va se faire en face de la caméra 4. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir sur la loi sur la cybercriminalité, c'est que c'est une loi pénale. Donc, les infractions commises sous le coup de cette loi-là sont purement et simplement sanctionnées. Ce n'est pas que rembourser, ce n'est pas réparer, mais il y a des peines d'amende, il y a des peines d'emprisonnement qui vont pour certaines jusqu'à plus de 10 ans, lorsqu'il y a des circonstances aggravantes. Donc, faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, faisons attention aux actes que nous posons, et ça englobe énormément de choses. L'identité, la banque, les biens, le patrimoine et même l'ordre public. Donc, quand on dit, par exemple, sur les réseaux sociaux que je connais telle méthode pour se suicider, ce qu'on ne dit pas, c'est une infraction. Quand on détient, par exemple, des vidéos, des images à caractère pornographique infantile, c'est une infraction. On ne le dit pas assez, mais ce sont des infractions. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il faut être responsable, comme nous le rappelle très souvent la PLCC. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Soyons toutes et tous responsables, mais il y a une question qui... Enfin, j'ai d'autres préoccupations. Par exemple, je porte plainte, le procureur se charge de l'affaire, se saisit de l'affaire, et la procédure suit son cours. Et puis, à un moment donné, je retire ma plainte. Alors, est-ce que ça va mettre fin à la procédure? Ou bien le procureur continue? Alors, il y a certaines infractions pour lesquelles c'est prévu spécifiquement que le retrait de la plainte met fin à la poursuite. Mais ce n'est pas pour toutes les infractions. Donc, tant que ce n'est pas prévu par la loi que le retrait de la plainte met fin à la poursuite, la procédure continue. Une fois que vous avez porté plainte, ce n'est plus de votre ressort, en règle générale. D'accord. Donc, on va tous et toutes être assez responsables. C'est cela. Et puis, on va dénoncer. Bien sûr. Et puis, on va porter plainte. En plus, c'est gratuit. On va, on porte plainte et puis on laisse.